place à notre grande table ronde. Elles ont accepté notre invitation et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Accueillons-les très chaleureusement. Elle est mécanicienne avion chez Air France, Mylène Gentil. Elle est ingénieure chez Safran Ceramics, Myrna Péchelani. Aujourd'hui, installez-vous, voilà, au fur et à mesure. Aujourd'hui, consultante et conférencière, ancienne pilote de chasse et leader de la patrouille de France, elle est colonel de réserve au sein de l'armée de l'air et de l'espace, Virginie Guyot. Installez-vous. Alors, vraiment, merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes 3 professionnels aguerris appartenant à ce monde si particulier de l'aérien et de l'aéronautique. Alors, j'en profite pour préciser que, mis à part pour le métier de pilote, vos domaines d'expertise peuvent tout à fait s'inscrire dans le secteur de l'aéroportuaire. On peut, par exemple, œuvrer en tant qu'ingénieur dans la maintenance des infrastructures des aéroports, par exemple. C'est qu'un exemple, bien sûr. Comme son nom l'indique, et c'est ce sur quoi vient d'insister Agathe Lagotière, les rencontres féminisons, c'est d'abord et avant tout des rencontres. C'est donc le moment idéal pour nous, pour jouer les entremetteurs entre des femmes d'expérience telles que vous, mesdames, et des jeunes filles qui, ayant l'avenir devant elles, se posent forcément bien des questions concernant leur orientation professionnelle. Tout comme vous, mesdames, elles sont 3 à avoir accepté notre invitation. On les accueille ensemble, ça vous va? Elle est étudiante à l'IMT de Bordeaux, Caroline Kipper. Elle est élève au lycée de la mer de Gujan-l'Espace, Clara Dumétrois. Et notre dernière invitée, elle est élève de 3e au collège Élifort de Sainte-Foy-la-Grande. C'est la Benjamine de notre table ronde. Elle n'a que 14 ans. On encourage Alicia Rosani. Installez-vous. Voilà. Prenez place. Super. C'est pas une belle table ronde, ça. Rien. Hein, avant même d'avoir parlé, je trouve que c'est formidable. Alors, on va commencer cette table ronde avec vous, Myrna Péchelani. Vous travaillez en tant qu'ingénieur au sein d'une filière très spécialisée du groupe Safran, la filière Safran Ceramics. L'intitulé exact de vos fonctions est le suivant: vous êtes experte senior matériaux et procédés céramiques et composites. Alors pour en arriver là, vous avez suivi de brillantes études au plus haut niveau, avec un doctorat en chimie des matériaux obtenu en 2011, puis une formation postdoctorale de 2 ans portant sur, alors là, accrochons-nous les amis, je vous dis l'intitulé, le développement d'une nouvelle génération de matériaux céramiques de confinement plasma pour les moteurs à effet haut. Autant vous dire, je ne comprends même pas ce que je viens de lire. Je ne vais pas vous demander de nous expliquer en détail de quoi il s'agit, hein, chère Myrna, mais quel regard portez-vous sur les alertes récentes et récurrentes concernant le décrochage des filles dans le domaine des STEM? Cet acronyme, je le rappelle, désigne 4 disciplines: la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. D'après l'UNESCO, seuls 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Alors j'ai cru comprendre que dans votre environnement professionnel, hein, Myrna, c'est encore moins. Le pourcentage de présence des femmes est de l'ordre de 25% environ. Il semblerait que ce soit les stéréotypes la cause principale de ce décrochage. Alors, quel regard vous portez sur cela? Et puis, comment se fait-il que vous ayez échappé à tous ces freins, chère Myrna? En tout cas, pour ma part, j'ai eu la chance... Mettez votre micro plus proche, parce que vous avez une petite voix. Voilà. Bon, en tout cas, pour ma part, vraiment, j'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui m'ont soutenue et m'ont encouragée à poursuivre mes études dans ce domaine. Donc, c'est surtout mes parents, en fait, qui m'ont guidée. Et qui m'ont offert toutes les ressources nécessaires pour réussir. Et je tiens. Vos parents avaient déjà des grandes études? Pas du tout. Pas du tout. Mais ils nous ont vraiment poussé, nous et mes frères et sœurs, à faire des études. Et donc moi, j'étais déjà passionnée par les sciences. Et j'ai un grand frère d'ailleurs qui est un directeur de recherche. Et qui était pour moi un mentor et un exemple à suivre. Et qui a su aussi me donner des conseils
Donc lui aussi ne vous a pas limité, il ne vous a pas, voilà... C'est au contraire qu'il il m'a encouragée et il m'a montré vraiment que je peux réussir et il ne faut pas juste s'arrêter à ces détails-là. Et grâce vraiment à ce soutien familial où j'ai réussi à surmonter tous ces obstacles et à s'affirmer dans cet environnement scientifique. Alors c'est très intéressant, on voit à quel point c'est important d'être accompagné, encouragé, que des gens croient en vous. Je me tourne tout de suite vers nos 3 jeunes filles de la table ronde. Est-ce qu'à la base, vous vous sentez attiré par les mathématiques, les matières scientifiques, ou bien est-ce que cela vous impressionne, vous intimide? Et qu'est-ce que vous pensez du parcours de Myrna? Qui veut prendre la parole? Alors, je vais vous donner un micro que vous allez pouvoir vous passer. Alors, qui veut prendre la parole? Alicia Rose. Alors pour moi, plus proche et plus fort. Alors pour moi, les mathématiques, c'est pas simplement. Pour moi, les hommes ne réussissent pas plus que les femmes. Certaines femmes réussissent beaucoup plus que les hommes, surtout dans le milieu de l'éducation. Je suis totalement d'accord avec toi. Plus fort. Pardon. C'est en fait, c'est compliqué. À la base, les maths, je comprends très bien les maths, mais parfois j'ai quand même quelques difficultés. Et c'est vrai que au moment où du coup on comprend pas forcément, si on reçoit après des gens qui nous disent qu'on n'est pas très fort, ça nous encourage pas forcément. Donc justement, ce serait bien de développer ça et d'éviter d'avoir des préjugés. C'est intéressant parce qu'en préparant, vous m'avez dit, toutes les 3 d'ailleurs, que vous étiez plutôt intéressées par les maths. Ça vous plaît? Oui, c'est sûr, les mathématiques, moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant et sincèrement, je me suis jamais trouvée moins forte que certains garçons en cours en tout cas. J'ai toujours trouvé que les filles étaient parfois même souvent plus fortes que les garçons dans ce domaine. Myrna, ça vous inspire ce qui vient d'être partagé? Oui, bien sûr, en fait, ce que je voulais dire, il faut vraiment ne pas se limiter à dire que je suis une femme, je ne peux pas y arriver. Donc tout le monde a un potentiel, tout le monde peut y arriver. Et surtout, il faut croire en soi. Voilà. Alors, dans votre poste actuel, Myrna, vous ne cessez de faire des recherches, c'est vraiment le cœur de votre métier. Vous menez des études exploratoires afin de résoudre des problèmes techniques et développer des technologies innovantes qui permettent d'améliorer la performance de divers matériaux. Alors dit comme ça, on peut avoir une image assez austère de votre quotidien. Est-ce que c'est le cas, Myrna? Non, pas du tout. En fait, vraiment, c'est un quotidien qui est très animé. Donc, il y a pas mal de défis passionnants, toujours d'opportunités d'innovation. En fait, chaque journée est différente. On a toujours des nouvelles collaborations avec des partenaires, soit académiques, industriels. Toujours des projets passionnants sur lesquels on travaille. Toujours en échange avec des collègues pluridisciplinaires. Et tout ça crée vraiment un environnement de travail stimulant, riche et dynamique. Est-ce que vous diriez que quand vous êtes finalement devant un nouveau projet, c'est à chaque fois un défi qu'il faut résoudre? Oui, bien sûr, parce que toujours vraiment on a des problèmes complexes à résoudre, des nouvelles idées à trouver. Et tout ça, ça stimule en fait. Ah, c'est chouette. À mon avis, votre vision, Myrna, la manière dont vous considérez votre profession, se rapproche sans doute de ce que pense Caroline Kipper. Caroline Kipper, vous avez 19 ans et vous êtes étudiante à l'IUT de Bordeaux. Et en préparant cette table ronde, vous nous avez dit que ce qui vous attire dans ces métiers de l'aéronautique, c'est justement l'innovation. Et vous allez plus loin en précisant que cela vous impressionne. Pourquoi ça vous impressionne, l'innovation? Tout à fait. Moi, j'ai toujours trouvé que l'innovation était vraiment étonnante, même parfois un peu choquante, quand on voit certaines choses qu'on a pu réaliser ces dernières années et les choses qu'on arrive à faire aujourd'hui et qu'on ne faisait pas il y a 100 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par choquante? Et des fois, même comme on a pu voir aujourd'hui, on voit des moteurs, on voit des choses qui ont été créées par nous, les simples petits humains sur Terre, qui nous permettent aujourd'hui de voler, de faire vraiment beaucoup de choses, d'envoyer des fusées dans l'espace. Et voilà, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Donc vous êtes un peu émerveillé, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce regard de la jeunesse sur l'innovation, l'émerveillement? Oui, bien sûr. En tout cas, pour nous, l'innovation, c'est le moteur qui nous pousse à avancer.
et à transformer vraiment notre domaine. Et actuellement aussi avec tous les défis, surtout environnementaux qu'on rencontre. C'est clair. C'est grâce à l'innovation en fait où on est incité à toujours trouver des nouvelles solutions, et surtout des solutions vertes, voilà, pour pouvoir appliquer dans nos moteurs. Voilà. C'est intéressant ce sujet justement aussi, donc ce défi écologique et climatique auquel on est confronté. Il se trouve que l'association Aérométier a aussi un groupe de travail permanent maintenant sur l'aviation bas carbone. Ça reste voilà, aussi une des préoccupations et un défi à relever pour l'association, donc on y est très sensible. Caroline Kipper, je viens de le dire, vous êtes étudiante à l'IUT de Bordeaux et vous suivez un DUT spécialité HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement. On parle donc d'une formation universitaire à la maîtrise des risques qui allie la théorie et la pratique. Donc sur le papier, ce n'est pas une spécialisation dans laquelle on attend forcément les femmes. Mais si j'ai bien compris, Caroline, vous n'êtes pas du genre à vous laisser brider par les préjugés que vous trouvez carrément inutiles. Vous nous expliquez? Oui, selon moi, je trouve que dans notre quotidien, on juge les personnes dès les premières secondes et après on s'en fait une idée un peu plus approfondie. Mais aujourd'hui, je pense que certaines femmes se sentent limitées dans leur quotidien ou dans leur métier par rapport aux préjugés. Par exemple, là dans le domaine de la science où il y a plus d'hommes, etc. Alors qu'au fond, comme on l'a dit par exemple tout à l'heure pour les mathématiques, je pense que il faut considérer chaque personne comme une personne et pas la limiter par son genre ou par ses choix. C'est pour ça que je trouve aujourd'hui que c'est inutile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on partage votre point de vue. Je me tourne vers notre collégienne Alicia Rose, car je sais que vous avez une question pour Myrna Béchalani que vous avez préparée. Alors, Madame Béchalani, j'avais une question pour vous. Dans votre travail, ressentez-vous une différence dans vos échanges professionnels par rapport aux hommes? En tout cas, dans le secteur où je travaille, vraiment, ce sont les compétences qui font véritablement la différence. Mais je ne vous cache pas que dans certains environnements qui sont majoritairement masculins, parfois, en tant que femme, il faut prouver davantage ses compétences pour gagner la confiance de ses collègues. Mais une fois cette confiance est établie, après, les échanges sont vraiment très fructueux et c'est basé sur de la collaboration. Voilà. Vous savez, moi j'ai coutume de dire, on a cette expression qui dit un homme averti en vaut deux. Donc moi j'ai coutume de dire une femme en vaut quatre, forcément. Mais c'est vrai que ce que vous dites là, voilà, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, au premier abord, peut-être au début, ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a des effets de seuil, il y a un moment, ça se retourne, c'est bon, on a la confiance. C'est un peu ça ce qui s'est passé pour vous? Oui. Et surtout, vraiment, là, on est en production avec des environnements très masculins. Toujours, il faut prouver davantage qu'on est capable, qu'on est pareil. Voilà. Alors, on va prolonger cette pensée avec une phrase magnifique que j'ai découverte en préparant cette table ronde. C'est une phrase que vous avez dite en interview et qui a été publiée. Et je pense qu'elle devrait plaire à nos trois jeunes filles. Et puis aussi à vous, hein, Mylène et Virginie. Donc, je cite Myrna Béchalani. « Une femme ne se contente pas de rêver l'avenir. Elle l'explore, le conçoit, le recherche et façonne le monde de demain. » Que voulez-vous dire par là, Myrna? En tout cas, ce n'est pas ma phrase. Voilà, je ne vous cache pas. Donc, en fait, c'était une phrase qui a été publiée sur la page LinkedIn de Safran lors de la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Et vraiment, cette phrase-là m'a marquée. Et en fait, je trouve que cette phrase-là dit clairement qu'on a un rôle dominant dans le domaine scientifique et qu'on contribue vraiment à l'évolution de notre société. Et on n'est pas juste spectatrice de ce qui se passe, on est vraiment des actrices engagées et des bâtisseuses du monde de demain. Voilà. C'est pas mal dit non plus, hein, des bâtisseuses du monde de demain. Ça vous inspire, vous, les jeunes filles? Vous vous sentez bâtisseuse du monde d'aujourd'hui et de demain? Clara? Je pense que tout le monde peut mettre ses compétences à disposition pour faire avancer le monde et pas avoir peur de les dire et avoir chaque expérience est bénéfique pour tout le monde.
Et est-ce que vous avez envie de ça? Vous avez envie de pouvoir contribuer au monde? Bah oui, puisque ça permettrait de faire avancer les choses et mettre, oui, son petit grain de sel partout. Et quoi? Je sais pas, l'expression mettre son petit grain de sel partout. J'ai pas entendu. C'est pas grave, c'est... Ah si, c'est grave, on veut entendre. Si moi j'entends pas, vous avez peut-être pas entendu non plus, non? Si? Ah mince! C'est moi, il faut que je me débouche les oreilles, pardon. C'est mettre son petit grain de sel. Mettre son petit grain de sel, mais bien sûr. Voilà. Mais même un gros grain de sel, allons-y. Du gros sel. Tu veux réagir, Caroline? Non, ça va? Bâtisseuse du monde de demain. Oui, je pense que c'est important, aussi, autant pour les femmes que pour les hommes, d'essayer de bâtir un monde meilleur pour demain. Alicia Rose? Alors pour moi, elles ont totalement raison, parce que c'est pas parce que tu es une femme que on doit tout de suite s'arrêter aux barrières du stéréotype de genre et de tout ce que les hommes disent forcément sur les femmes, alors que certaines femmes font beaucoup plus et énormément même dans le monde d'aujourd'hui, et ils font principalement avancer la société. C'est un bel hommage aux femmes. Merci beaucoup, Alicia Rose. Alors, il y a une question qui est très importante pour les jeunes. C'est la question de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est vraiment une préoccupation majeure pour les jeunes générations. Et vous, Myrna, c'est à votre retour de maternité que vous avez connu une certaine forme d'anxiété. Et en même temps, ça a permis un déclic, une prise de conscience. Vous pouvez nous raconter? En tout cas, oui, pour moi, le retour, c'était un peu difficile parce que j'étais absente presque 1 an. J'ai eu des jumelles. Donc, c'était une période où j'ai eu pas mal de doutes en mes capacités. Est-ce que je vais être capable de reprendre tous mes projets, être à la hauteur? Est-ce que je veux réussir à concilier mes devoirs en tant que mère et mes ambitions professionnelles? Vraiment, c'était une période avec pas mal de doutes. Mais un jour, en fait, au travail, j'étais vraiment confrontée à un défi très complexe. Et donc c'était peu après votre retour de maternité, du coup. Oui, voilà. Et donc, j'étais passée par une période où je posais pas mal de questions. J'ai l'impression que j'arrive pas du tout à gérer et que je suis pas à la hauteur, en fait. Et c'est là où vraiment, lorsque j'ai réussi à résoudre ce problème et à trouver vraiment une solution qui a aidé pas mal dans le travail, où j'ai compris que en fait, la confiance vient de l'action et pas du temps écoulé. Donc, il ne faut pas juste attendre et dire les choses vont s'améliorer, que je veux regagner en confiance, etc. Il faut vraiment agir. Et voilà, et toujours relever des défis. Et c'est là vraiment on comprend qu'on est capable et on peut vraiment tout faire. C'est l'action qui vous a prouvé à quel point, mais bien sûr que vous étiez de retour. Ça vous inspire, mesdemoiselles? Parce qu'effectivement, vraiment chacune de vous, la question de la maternité, est-ce que ce genre de métier passion peut permettre d'avoir aussi une vie de femme et de mère épanouie? C'était quelque chose qui revenait dans chacune de vos... Clara, tu veux peut-être dire quelque chose? Non? Non. Caroline. Oui, en effet, je pense que toutes les femmes ici qui ont ou qui veulent avoir un enfant plus tard se posent la question de comment gérer ça avec le travail. Et surtout dans un monde où il y a beaucoup d'hommes, ça peut être encore plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on s'est toutes posées, je pense. Et du coup, quand vous découvrez les parcours de Myrna, Virginie, Mylène, est-ce que ça vous rassure sur le fait que c'est possible? Oui, pour ma part, en tout cas, oui, tout à fait. Oui, totalement. Clara? Surtout, on peut se poser la question, est-ce que, par exemple, on est vraiment légitime de prendre autant de temps après, par exemple, un accouchement? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, oui, évidemment, on est totalement légitime, on a donné la vie, etc. On a le droit de s'en remettre et passer du temps avec, du coup, les nouveau-nés. Et ça ne doit pas être une raison de... c'est totalement une raison légitime, justement, de pouvoir prendre du temps. Et il n'y a pas à se poser la question, est-ce qu'on a bien fait de prendre? Oui, c'est évident. Et je pense que chaque femme ne devrait pas choisir un métier par rapport à la maternité,
en se posant la question, est-ce possible d'envisager la maternité dans ce métier-là? Est-ce que je peux faire ce métier parce que je suis une femme et que je vais forcément avoir une vie de famille un jour? On ne sait pas et il ne faudrait pas s'arrêter à ça parce que bien sûr qu'on peut avoir une vie de famille un jour et tout en continuer notre métier. Très intéressant et je pense que ce sont des interrogations que les politiques publiques doivent absolument, on doit absolument s'emparer de tout cela. Alors, le résumé que nous venons de faire de votre parcours, Myrna, pourrait laisser penser que tout s'est fait de manière linéaire, mais ce n'est pas exactement le cas, puisque votre thèse en chimie ne concernait pas le secteur de l'aéronautique, mais appartenait au domaine de l'horlogerie et de la joaillerie. Donc, vous n'avez pas hésité à un moment de votre parcours de changer de secteur pour évoluer dans votre carrière. Il en va de même avec vous, Mylène Gentil, puisque sur les conseils de votre maman qui vous rêvait vétérinaire, vous avez commencé vos études par un bac SVT, Sciences et Vie de la Terre, mais très vite, il est apparu que cela ne vous intéressait pas, vous n'étiez pas du tout motivé, et donc, à un certain moment, vous avez décidé de bifurquer pour cette fois vous orienter vers un bac pro aéro, option système, en alternance au CFA des métiers de l'aérien. Ne pas se laisser enfermer dans une voie quand il est évident qu'elle ne nous correspond pas. Suivre son cœur, sa passion. C'est le message que vous voulez faire passer aux jeunes aujourd'hui ? Tout à fait, parce qu'en fin de compte, moi à la base je rêvais aussi d'être vétérinaire. C'est pour ça que ma mère m'a poussée à le faire. Je rêvais d'être vétérinaire, j'avais cette envie, c'est pour ça que j'ai fait mon bac S. Et c'est pendant que j'étais en cours, en fin de compte, j'avais une prof avec qui j'avais beaucoup discuté, que j'appréciais beaucoup et qui m'appréciait beaucoup aussi, qui m'a aidé à me guider justement vers cette orientation, vers ce bac pro pour faire mécanicienne avion. Et voilà. Mais du coup, il y a dû y avoir un moment d'hésitation, non ? En se demandant, est-ce que je fais bien ? En fin de compte, ça a été presque une révélation. Quand elle m'en a parlé, ça a été carrément un déclic. De se dire, c'est vraiment pas bête de penser à ça. Et c'est vrai que moi, de base, je suis un peu un garçon manqué, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que sur le moment, en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'aller vers un métier d'homme, c'est pas débile. Et vous n'y aviez pas pensé jamais avant? Du tout. Ça vous avait même pas traversé l'esprit. C'est pour ça que je me demande si ce rêve d'être vétérinaire était vraiment le vôtre. Ou est-ce que c'était peut-être parce que votre maman avait ce rêve et vous aviez embrassé ce rêve un peu tout naturellement? Non, c'était vraiment ma décision en premier. C'était vraiment le rêve que j'avais, parce que j'adorais les animaux, le soin, etc. Et elle, justement, elle voulait juste me pousser à le faire. Elle m'encourageait juste à aller jusqu'au bout des choses et d'en faire mon métier final. Et quand j'ai eu cette révélation du bac pro aéro et de la maintenance aéronautique, ça a changé tout à fait mon point de vue. Alors j'aime toujours les animaux, ça change pas, mais par contre j'ai cette passion de la mécanique et des avions qui reste prioritaire. Eh oui. Est-ce que ça vous parle, ce message de Mylène? Est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que jeune femme, assez en confiance, assez solide pour pouvoir suivre vos passions, embrasser la carrière de votre choix? Ou est-ce que vous vous dites, il vaut mieux assurer ses arrières? C'est peut-être pas évident dans le monde d'aujourd'hui. Qui veut prendre la parole? Donc moi, personnellement, j'ai été poussée, entre guillemets, par mon papa, qui était aussi... vis-à-vis de mon métier, mon père était militaire, donc mais je me suis dit pourquoi pas suivre ses pas sans forcément reculer parce que la société est devenue, la mentalité d'aujourd'hui a changé. Et donc j'ai pas reculé devant mon rêve. Moi, je me dirais, j'ai toujours un peu peur de faire le mauvais choix et de pas faire les études que vraiment j'ai envie et je suis pas sûre si j'ai envie de les faire. Et en fait, il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas forcément quoi choisir, si on a les bonnes compétences. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que autant y aller à fond et voir ce qui peut arriver après. C'est vrai que les choix d'orientation arrivent très tôt, très jeunes, et on se demande si après, ça ne va pas nous fermer des portes. Oui, voilà, pour après, c'est compliqué. Et pour vous, Caroline, ça a été compliqué? Oui, moi aussi, ça n'a pas été
totalement facile de trouver ma vocation. Mais après, je pense que le plus important, quoi qu'on choisisse, c'est vraiment d'être motivé, d'avoir envie, parce que voilà, je pense que le travail, c'est ce qu'on fait toute la journée, la plupart, une bonne grosse partie dans notre vie. Donc voilà, il faut avoir envie de se lever le matin, quoi. Exactement, on passe tellement de temps au travail, autant que ce soit un métier qu'on aime. Alors c'est vrai, Mylène, vraiment on vous remercie d'être là parce qu'on sait à quel point ça vous tient à cœur de dialoguer avec les jeunes, de transmettre des messages. Vous connaissez bien le label Féminison, vous avez été marraine du concours Féminison en 2021 et donc je vous passe ce message au nom de toute l'équipe de l'association Aérométiers qui vraiment tient à vous remercier pour votre engagement à nos côtés. Vraiment, merci beaucoup. On va continuer d'explorer votre parcours, Mylène. Depuis toute petite, vous aimiez le bricolage, vous adoriez également le modélisme autour des hélicoptères et des avions. Vous aviez donc pas mal de signaux indiquant qu'un métier technique, manuel, un métier de précision dans le domaine de l'aéronautique, ce serait le terrain de jeu parfait pour votre profil. Et donc maintenant, ça fait 6 ans que vous travaillez au sein des équipes de maintenance avion chez Air France en tant que mécanicienne. Est-ce que vous nous confirmez, je pense que vous nous le confirmez, que vous avez fait le bon choix, mais est-ce que vous êtes vraiment une femme et une professionnelle heureuse et épanouie? Totalement, 100%. Complètement. Complètement. Je me dis qu'au final, j'ai fait le bon choix. Et même si au début, je me suis dit, c'est un milieu masculin, est-ce que ça va passer avec tout le monde? Est-ce que tout le monde sera aussi d'accord que je sois là? Parce que ça reste, on fait du travail en équipe, donc faut que ça aille dans les deux sens. Et aujourd'hui, je me dis que oui, j'ai carrément fait le bon choix. On va y revenir dans un instant, mais avant ça, il y a Clara Dumontois, qui voudrait vous poser une question. Oui, j'aimerais bien vous demander quel avion vous avez préféré réparer. Alors, jusque-là, je travaille que sur 2 avions, c'est que 2 Boeing, donc 777 et le 787. Pour le moment, le 787, c'est de la nouvelle génération, mais je préfère quand même l'ancienne génération avec le 777. Et pourquoi? Ah, pardon, Clara, c'est ce que tu voulais poser comme question, hein, je me suis doutée. C'est un avion il est relativement simple dans l'ensemble. Bon, après, il y a beaucoup de connaissances à avoir dessus quand même. De toute façon, même si on connaît l'avion, on a une documentation qui nous permet quand même, qu'on a à suivre pour pouvoir faire les choses dans les règles. Malgré tout, ça reste un avion qui est assez simple à comprendre et qui ne demande pas d'avoir des compétences phénoménales pour pouvoir agir dessus quand même. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Mylène a toujours beaucoup d'humilité quand elle parle de son métier. Ouais, elle ne demande pas tant de connaissances, mais quand même un petit peu. On se doute qu'il faut quand même quelques connaissances pour réparer un Boeing, à mon avis, c'est assez clair. Alors, on va revenir sur cette question justement de se sentir accepté dans une équipe, sachant qu'au quotidien, vous travaillez dans des équipes quasiment exclusivement masculines. Ça ne doit pas être simple tous les jours. De manière plus large, quels sont selon vous les avantages et les inconvénients que présente la mixité femmes-hommes au sein des équipes? Alors, inconvénients, j'en ai pas, parce que chacun s'adapte à l'autre au fur et à mesure. Moi, en tout cas, je me suis adaptée à mes collègues se sont très bien adaptés à moi aussi. Les avantages, par contre, j'en ai un que je vois tous les jours ou presque, c'est que physiquement, en tant que femme, on n'a pas forcément des muscles surdéveloppés, on n'a pas les muscles d'un homme. Mais par contre, on a la finesse, on a la minutie, on a beaucoup de petites choses. C'est comme ça, en fait, qu'on peut qualifier ça, c'est qu'on a beaucoup de petites choses, un peu de minutie, même la taille, on n'est pas forcément très grande, ou même des petites mains qui sont très utiles. Et eux, par contre, en face, ils vont avoir la force, ils vont avoir ce qu'il faut en fait pour combler ce que nous, on n'a pas. Et en fin de compte, on s'équilibre comme ça, en fin de compte. Donc en fait, cette diversité de genre au sein des équipes devient un véritable atout, c'est ça que je comprends. Complètement. Alors, justement, sur ce sujet de la force physique que vous venez d'évoquer, il y a Alicia Rose qui a une question à vous poser, Mylène.
A-t-il fallu adapter votre poste de travail parce que vous êtes une femme? Si oui, comment? Alors, ce n'est pas forcément une adaptation de poste de travail, c'est surtout une adaptation sur la façon de fonctionner, plutôt. Y a des fois, on n'a vraiment pas le choix, il faut faire appel aux collègues, très clairement. Mais par contre, sur d'autres choses, on va s'aider d'outils que les collègues, eux, n'auront pas besoin pour forcer. Et nous, par contre, on va s'en servir parce que on a besoin de changer en fait la puissance à mettre. Je vais donner un exemple tout con, c'est que on a pour desserrer un objet, pour desserrer une vis, on a des petits outils. Sauf que selon comment c'est serré, un homme va réussir à le desserrer. Moi, je vais peut-être pas y arriver. Donc du coup, on va mettre des rallonges pour rallonger en fait la distance pour pouvoir augmenter la force qu'on y met sans pour autant forcer plus en fait. Ah, donc plein d'astuces pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez faire tout comme il faut. Ça et puis excuse-moi, c'est toute une réflexion aussi dont on a besoin. C'est une grosse réflexion aussi pour réussir justement à faire ce que eux font beaucoup plus facilement, mais c'est une grosse réflexion, un gros travail sur soi, un gros travail commun aussi, parce que les collègues de temps en temps ils nous aident à comprendre ça. C'est intéressant. En préparant cette table ronde, Mylène, vous nous avez dit qu'il est important de connaître ses capacités, ses faiblesses, et qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Mais comment cela peut-il être compatible avec l'énorme responsabilité qui pèse sur vos épaules? Parce qu'il faut tout de même le rappeler, votre métier nécessite une très grande précision, le but étant de s'assurer que l'avion va pouvoir repartir dans des conditions de sécurité maximales pour ses passagers. Alors, on comprend que la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Comment on gère cette pression, Mylène? Est-ce que ce n'est pas affreusement stressant? Alors, c'est stressant. Ça reste un métier qui est relativement stressant, mais la pression, elle n'est pas directe. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on a une documentation à suivre. Par contre, si on a le moindre doute, il faut tout de suite poser la question et faut se remettre en question immédiatement parce que le problème, c'est que quand l'avion repart en vol, il y a 300 passagers dedans et on ne peut pas se permettre une seule erreur. Il faut que ce soit sûr et certain que ce qui a été fait, c'est bien. Et c'est bien fait et qu'il n'y ait aucun problème en vol derrière. Donc effectivement, la pression, elle est là, mais on ne la ressent pas autant que ça. Et donc, on n'a pas vraiment droit à l'erreur? Non. Hein, on est d'accord. Si on fait une erreur, il faut qu'elle soit sue par soi et qu'elle soit vue par les autres et que déjà que l'erreur soit démultipliée pour se dire qu'il faut faire attention à ça et pas faire comme ça. Et il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs, c'est le principal. Et c'est là où le travail d'équipe est fondamental, là, pour le coup. Et pas être tout seul face à cette responsabilité. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez, mesdemoiselles, de ce haut niveau de responsabilité qui est celui de Mylène? Et qu'est-ce que cette exigence de rigueur, cette exigence d'excellence vous inspire? D'ailleurs, sachant, je pense à Caroline Kipper, vous qui vous destinez à la maîtrise des risques, là aussi, ça va supposer une responsabilité très élevée. Donc voilà, ce genre de métier passion, mais qui suppose grosse responsabilité. Oui, c'est sûr. Après, dans notre métier, c'est un peu différent, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une part de responsabilité quand on fait de la sécurité. Et aussi de culpabilité des fois quand ça se passe pas forcément très bien, mais voilà, je pense qu'on fait justement des études pour ça, pour essayer de maximiser le moins d'erreurs possible. Et après, je pense qu'aussi avec l'expérience, voilà, je pense pas qu'on nous donne trop de responsabilités dès le début, et avec l'expérience, on arrive à se tromper le moins possible. Je vois Mylène qui fait un petit geste. Alors, quand je suis arrivée à Air France, j'ai fait donc, mes 2 ans d'apprentissage là-bas. Effectivement, pendant les 2 ans, tu es suivi par un maître d'apprentissage. Donc là, forcément, tu as toujours quelqu'un qui est là. Si jamais tu fais une erreur, il y aura quelqu'un pour te rattraper. Par la suite, par contre, une fois que tu es embauché, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, on te donne accès à ce qu'on appelle la signature, donc la signature de tâche. Et c'est ta responsabilité pénale qui est engagée. Waouh. On monte jusqu'au pénal. Oui. S'il y a un gros souci derrière, c'est ta responsabilité pénale qui est en jeu.
mais tu es responsable de ce que tu fais dès le départ. Et on peut te donner des tâches assez importantes à faire, peut-être pas dès les premiers mois après l'embauche, mais au minimum, au bout de 6 mois, on te donne déjà des tâches importantes. Intéressant. Oui, après, c'est ce qui est différent, je pense, de notre métier de, par exemple, responsable HSE, où nous, le responsable, ce sera, entre guillemets, toujours le chef d'entreprise, même si on a une part de responsabilité. Mais oui, je comprends que votre métier est quand même plus compliqué. Je pense de toute façon, le droit à l'erreur, on en parlera aussi avec Virginie Guyot. Je pense qu'une fois que tu es dans ton avion de combat, il y a un moment, voilà, on est face au réel, quoi qu'il arrive. Vous vouliez réagir à cette question d'exigence, de stress, Alicia Rose? Non, ça va? Alors, il y a quelque chose que je trouve absolument fascinant, Mylène Gentil, c'est la manière dont vous parlez des avions. Vous dites que dans votre métier, le plus compliqué, c'est l'apprentissage de tous les systèmes de l'avion. Un avion, et là je vous cite, c'est très complexe, et selon vous, ce sont vos mots, l'avion réfléchit par lui-même. Il peut arriver qu'il nous dise de lui-même ses problèmes. Mais que voulez-vous dire par là, Mylène ? Alors souvent, quand il a une panne, l'avion il est très très surveillé par plein de systèmes différents et des systèmes qui sont redondants, donc qui sont passés en double dans le cas où. Et c'est l'avion, en fin de compte, il va nous dire, si c'est un système qui est surveillé, l'avion il va nous dire lui-même, j'ai tel boîtier qui va pas, j'ai à tel endroit il y a un truc qui va pas. Enfin, très souvent l'avion il arrive à nous le dire maintenant. Donc en fait, il faut connaître son langage, c'est aussi ça. C'est ça, il va nous donner des codes. Lui, il va parler qu'en code parce qu'il ne connaît pas autre chose. Donc il va nous donner des codes et nous, après, grâce à ces codes-là, on va réussir à les retrouver dans la documentation, ce à quoi ça correspond. Alors je me tourne vers vous, Virginie Guyot, parce que ce rapport presque intime avec l'avion, j'imagine que cela doit éveiller des souvenirs, des sensations. En tant que pilote de chasse, est-ce qu'il est exagéré de parler d'osmose, d'un rapport fusionnel avec son avion de combat ? Non, c'est vrai. Donc bonjour à tous et à toutes. Oui, ce rapport fusionnel, il existe parce que c'est vrai qu'on passe des mois à apprendre, des années à s'entraîner. Et donc au bout d'un moment, vous connaissez chaque son, l'odeur, même encore des années après, il y a des odeurs dont je me rappelle, des sensations aussi, la post-combustion, la poussée que ça procure au décollage. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas tellement on a fait corps avec la machine, je pense. Et c'est des machines dans lesquelles on a beaucoup transpiré, on a souffert et on a aussi eu des moments exaltants. Donc il y a vraiment ce côté osmose. Et à la patrouille de France, qu'on connaît d'autant plus à 3 finalement, parce qu'il y a l'avion, son pilote et son mécanicien. Et on vole avec nos mécaniciens régulièrement. Et du coup, il y a vraiment une osmose aussi qui se crée dans ce triptyque. Ouais, ça crée un écosystème comme ça qui est vraiment très soudé, très fort, très et qui ne fait qu'un. Très intéressant. Clara Dumontois a une question à vous poser, Virginie. Avez-vous de la famille dans l'aéronautique ou est-ce que du coup c'était inné pour vous ou est-ce que justement ça vous a inspiré ? Merci pour ta question. Alors en fait, je n'ai pas de famille dans l'aéronautique, mais mon papa nous emmenait beaucoup dans les meetings aériens quand même, parce que lui, il était assez passionné d'aviation et d'avion. Et en fait, ce qui m'a donné envie de faire ça, pour faire court, c'est un baptême de l'air quand j'avais 12-13 ans, j'étais en 4e, et j'ai trouvé ça incroyable, magique. Et après, j'ai plus jamais revolé avant de rentrer dans l'armée à 20 ans, parce que j'ai même pas pris l'avion en ligne quand j'étais enfant ou ado. Et donc, je me suis jetée là-dedans sans savoir si j'étais vraiment faite pour ça, mais j'avais gardé ce souvenir de ce vol qui m'avait beaucoup émue et que j'avais trouvé magique. Voilà comment c'est passé. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui vous différencie de Myrna et Mylène, parce que vous avez vraiment eu un parcours très linéaire à partir de ce baptême de l'air de 12 ans. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, voilà, c'est vraiment ça que vous voulez faire et vous n'allez jamais lâcher le morceau, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Réalisez votre rêve, devenir pilote de chasse. Et ce rêve va être couronné de succès et dépasser même vos espérances, puisqu'à seulement 25 ans, vous êtes non seulement pilote de chasse, mais vous devenez la première femme affectée sur Mirage F1CR, avion de combat monoplace de reconnaissance tactique et d'appui-feu. Pouvez-vous nous expliquer la spécificité et le caractère exceptionnel de ce premier exploit ? Alors, exploit, je ne sais pas. Je dirais que
Alors c'était exceptionnel dans le sens où j'étais parmi les premières femmes pilotes de chasse en France. Il y avait déjà eu 3 filles devant moi qui avaient été, elles, affectées sur Mirage 2000, différents Mirage 2000, donc différentes bases aériennes. Et moi, je me suis trouvée être la première à être sur Mirage F1. Donc exploit personnel parce que j'ai bataillé pour en arriver là, évidemment. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme vous essayez de le dire. Mais, donc forcément, pour moi, oui, c'était génial d'arriver enfin à être sur avion de combat. Après, dire que c'est un exploit qu'une femme, pour la première fois, arrive sur un Mirage, ça m'embête un peu parce que c'est pas plus un exploit pour une femme que pour un homme. C'est juste que avant ma génération, les barrières étaient complètement fermées. On interdisait aux femmes d'accéder à ces métiers. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Et à partir du moment où on a ouvert ces barrières, on a ouvert ces métiers aux femmes, les femmes ont fait le job comme les hommes. Et donc, c'est pas plus un exploit. Enfin, je ne qualifierais pas ça d'exploit. Et en même temps, le fait de ne pas avoir de rôle modèle avant soi qui nous montre que c'est possible. On en a eu, ouais, on en a eu quand même. Voilà, c'était on les a évoqués très ce peu. midi. Ouais, voilà, c'était pas, voilà, Valérie André, le général Valérie André, qui était à la fois médecin et pilote d'hélicoptère. Je trouvais ça incroyable et elle m'a énormément inspiré. Ah, on dirait. Ah non, c'est pas vous. Essayons avec l'autre, on va voir. Peut-être que ça marche. Voilà. Ça marche. Donc, on va passer le micro là à monsieur pour qu'il. J'ai eu, donc j'ai eu des rôles modèles, femmes et hommes en fait mélangés. Moi, c'était pas mon rêve de devenir première femme sur Mirage F1 par exemple. Mon rêve c'était de devenir pilote de chasse. Tout à fait. Vous avez suivi votre rêve. Il y a une jeune fille qui est fascinée par le monde militaire, c'est Caroline Kipper. Caroline, vous avez une question à poser à Virginie Guyot. Vous allez vous partager le micro pour l'instant. Merci. Alors, moi, j'avais une question. Donc, comment gérez-vous la pression physique et mentale dans votre métier ? Je veux bien prolonger cette question. En tant que femme, comment est-ce que vous parvenez aussi à dompter la peur ? Parce qu'on parle d'un avion de combat et vous avez été sur des terrains de guerre, notamment au Tchad et en Afghanistan. Donc voilà, la pression, la peur. Bon, la peur, je ne pense pas que ce soit genré pour le coup. En tant que pilote, peut-être, comment est-ce qu'on gère ça ? Je ne suis jamais partie la peur au ventre en mission, parce que sinon, je pense que j'y serais pas allée. Mais avec du stress à chaque fois. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une bonne dose de stress pour justement pas tomber dans, je dirais, l'excès de confiance ou la baisse de vigilance, parce que c'est là qu'on fait n'importe quoi et qu'on est presque inconscient et donc dangereux. Mais partir avec une bonne dose de stress, c'est toujours quelque chose de bien. Donc ça me ramène à ta question, comment est-ce qu'on gère cette pression à la fois physique et mentale ? Alors physique, c'est vrai qu'on prend beaucoup d'accélération par exemple, mais ça demande pas... On appelle ça des G, hein, c'est ça ? Oui, des G, voilà. Ça demande pas de force physique en fait, ça demande de l'endurance et de la résistance. Et nous, les femmes aussi, on en est dotées, hein, donc ça se passe plutôt bien. Et donc ça demande évidemment d'avoir une bonne hygiène de vie, forcément. Et puis la pression mentale, oui, on est une population qui est soumise au stress, mais on nous apprend dans notre formation de pilote de chasse que le stress, c'est pas forcément un ennemi. Bien au contraire, il faut en faire un allié. Un stress un peu trop fort va te paralyser, alors que la bonne dose de stress va te permettre d'être hyper vigilante et de mobiliser toutes tes ressources pour faire face à la situation qui s'annonce à toi. Et donc, pour pouvoir performer et faire ta mission et vivre avec ce stress à peu près permanent, on apprend à se préparer, on apprend... je dirais les 2 mots clés, hein, c'est vraiment la préparation et la discipline. La préparation, il faut bien se connaître. C'est pour ça que la formation des pilotes dans l'armée de l'air est extrêmement... C'est une formation d'excellence qui est vraiment reconnue, hein, et on est extrêmement bien formé. On se connaît très bien soi-même parce qu'on est un peu poussé dans nos retranchements à travers notre formation, à travers des stages, que ce soit des stages de survie, des stages commando, du para, des examens aussi, un tas de choses. Et puis, on nous apprend à travailler méthodiquement, parce que quand on vole à 900 km/h dans un avion collé par terre, comme on dit, oui, il faut prendre des décisions assez rapidement, il faut être assez vif d'esprit, et tout ça, ça s'apprend. Donc, il y a un apprentissage. On apprend à utiliser des checklists, on apprend à utiliser des procédures, et c'est autant de choses qui vont nous servir justement à travailler avec un stress permanent, mais plutôt motivant, et qu'on va utiliser comme levier de performance. C'est le bon stress. Le bon stress. Voilà. Et la discipline personnelle de suivre les procédures, de s'entraîner. Ça répond à votre question, Caroline ? Oui, hein ? Oui, totalement. Ah voilà, vous avez à nouveau un autre micro.
Alors Virginie, on continue votre parcours. Vous êtes donc à 25 ans à peine d'ores et déjà entrée dans l'histoire en tant que pionnière de l'aviation militaire. Enhardie par ce succès, vous placez la barre encore plus haut en décidant de tout faire pour intégrer la célèbre et prestigieuse Patrouille de France. Là encore, vos espoirs sont comblés puisqu'à seulement 31 ans, en 2008, vous êtes choisie par vos pairs pour rejoindre les rangs de la Patrouille acrobatique nationale. Vous devenez alors la première femme à intégrer cette glorieuse unité. J'imagine que cette étape a eu pour vous une saveur toute particulière, car cela signifie une immense marque de reconnaissance et de respect de la part des pilotes les plus chevronnés, tous des hommes par définition, puisque vous étiez la première à y entrer. Est-ce que c'est ça, vraiment, cette satisfaction d'être choisie par ses pairs, cette reconnaissance ? Oui, j'avoue que, évidemment, c'est la spécificité de la Patrouille de France, c'est que l'équipe, chaque année, choisit 3 nouveaux pilotes parmi un vivier de candidats de pilotes de chasse. Et c'est vrai que quand on vous appelle pour vous dire qu'on vous a choisi, ben, évidemment, on est content. Et je pense que ça nous permet d'asseoir un peu plus notre légitimité, même s'il y a encore tout à prouver, évidemment, parce que c'est un métier différent de pilote de combat. Mais pour autant, oui, ça met en confiance. Et puis, c'est un peu de reconnaissance par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Ça a été une surprise, le moment où ils vous ont annoncé ça ? Oui, parce que je sais que c'était pas gagné d'avance, parce que c'était la première fois qu'une femme se présentait. Oui. Forcément, on sait pourquoi. Il n'y en avait pas avant des pilotes de chasse. Et surtout parce que c'est une unité où en fait on prône l'esprit de corps et l'esprit d'équipe. C'est la star, c'est la Patrouille de France, et il ne faut pas qu'il y ait d'individus qui soient mis en lumière finalement. Et en acceptant quelqu'un d'un peu différent comme j'ai pu l'être, et ben forcément ça allait amener un peu de médiatisation et ça pouvait mettre en danger la cohésion de l'équipe. Donc je peux comprendre aussi qu'il y a eu quelques réticences. Et puis finalement, il y avait à peu près la moitié de l'équipe en place qui me connaissait. Soit ça avait été mes instructeurs, soit des gens avec lesquels j'avais travaillé sur des opérations ou en escadron. Et peut-être que j'étais pas là dans les discussions évidemment, mais toujours est-il qu'ils ont dû convaincre l'équipe et c'est moi qui ai été choisie. Donc c'est sûr que j'étais trop contente parce que c'était un rêve de petite fille qui allait se réaliser. Après, il fallait être capable d'être à la hauteur, bien sûr. Bien sûr. Alors, je précise que le modèle d'avion que vous avez eu entre vos mains, Virginie, c'est l'Alpha Jet de la Patrouille de France qui est visible donc, sur cette base. Je pense que vous l'avez reconnu à ses couleurs bleu, blanc, rouge. Et on est nombreux à l'avoir admiré. Et maintenant qu'on connaît votre histoire, ça prend encore une autre dimension. Moi, je regardais ce cockpit et je me disais, mais je ferais une crise de claustro tout de suite. Moi, c'est pas possible. Et alors, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, Virginie, seulement un an plus tard, vous prenez le commandement de la Patrouille de France, devenant ainsi la première femme au monde et toujours la seule à ce jour à avoir dirigé une patrouille acrobatique nationale. Je pense que cet exploit mérite nos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est assez ébouriffant. Alors, lorsque vous avez atteint ce but ultime, d'être à la tête de cette unité d'élite, est-ce que ça a été simple pour vous de garder la tête froide ? Est-ce que vous n'avez pas été saisi pendant au moins un instant par le doute, le stress, la peur de ne pas être à la hauteur ? Parce que c'est vrai qu'on sait à quel point les femmes ont tendance à manquer de confiance en elles, à minimiser leurs aptitudes. Elles ont souvent une perception d'elles-mêmes assez dévalorisante, ce qui les amène à se montrer moins ambitieuses que les hommes et surtout à s'auto-limiter. Donc comment se fait-il que vous ayez échappé à tous ces travers, Virginie ? Alors, merci pour la question. Oui, évidemment que le doute est venu à plusieurs instants même. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne s'installe pas. Alors, je me rappelle du jour où, justement, on m'a appelé pour me dire que j'étais prise à la Patrouille de France, où j'ai sauté au plafond. Et dès que j'ai raccroché, évidemment, je me suis dit, mais là, ils placent leur confiance en moi. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Et quelques mois plus tard, quand j'ai rejoint mes 2 autres compères avec lesquels nous avions été sélectionnés tous les 3, qui étaient des hommes, ils ont eu exactement le même sentiment de se dire « Ah, c'est génial, mais en même temps, est-ce que je vais faire le job ?» Donc, c'est pas... On a souvent tendance à dire que c'est propre aux femmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je rencontre souvent des hommes qui me disent « Ah, vous avez fait un super métier, je voulais faire pareil, et puis je me suis arrêtée avant, je ne sais pas, vous allez plus loin. » Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose, ce sentiment n'est pas réservé aux femmes, donc c'est important de le dire, je pense. Et je suis quand même pas passée dans les travers, c'est-à-dire que quand vous parliez de manque de confiance en soi, il faut savoir qu'on est allé un peu vite sur les étapes de mon parcours, mais quand j'ai fait ce baptême de l'air à 12-13 ans et qu'on me demandait après ce que je voulais faire, je disais je vais être pilote. Mais pilote de quoi ? Pilote d'hélicoptère.
parce que ça me paraissait beaucoup plus accessible, plus facile, ce qui est sûrement pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, je suis la génération Top Gun, donc j'ai vu ce film, j'ai l'impression que ce métier était réservé à une élite, non pas aux hommes, c'était pas le problème, mais à une élite, il fallait être un peu extraordinaire. Et donc je me suis dit que j'avais plus de chances de rater que de réussir. Donc par peur de me décevoir ou de décevoir mes parents, j'ai annoncé que je voulais être pilote d'hélicoptère. Donc j'ai organisé toute ma scolarité pour être pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air. Et quand j'ai dû passer la visite médicale à l'âge de 19 ans, quand j'étais en maths spé, on m'a déclaré inapte hélicoptère. Voilà, j'ai un problème au dos qui est incompatible avec les vibrations d'un hélicoptère. Donc j'ai demandé à passer une surexpertise médicale parce que j'étais au fond du seau, parce que j'avais tout organisé pour en arriver là. Et là, le médecin que j'ai vu a regardé mon dos, m'a cuisiné un petit peu sur mes motivations et m'a dit désolé, vous êtes vraiment inapte hélico, mais vous avez le dos suffisamment musclé pour supporter une éjection. Donc je vous mets inapte hélico et apte chasse. Là, j'ai pris le papier, je suis partie en courant avant qu'il change d'avis. Et j'étais hyper contente parce qu'il venait de me dire que j'avais droit d'essayer d'être pilote de chasse. Et en fait, ça a été une expérience qui m'a ouvert les yeux, de me dire que finalement, mon premier ennemi, c'est moi-même. C'est pas les autres, c'est pas les quotas qu'il y a pu y avoir plus tard au concours, les choses comme ça. C'est moi-même. C'est-à-dire que j'avais pas osé rêver d'être pilote de chasse parce que je pensais que je ne serais jamais à la hauteur. Et donc ça, c'est important parce que c'est ce qui a fait que plus tard, quand j'ai eu toutes les compétences pour pouvoir me présenter à la Patrouille de France, j'ai osé candidater. J'avais quand même plus de chances d'échouer à la Patrouille de France que d'être prise. Mais voilà, j'avais compris qu'en fait, dans la vie, on n'a rien sans rien. Il faut tenter, c'est ce que disait tout à l'heure Caroline. Évidemment, il faut y aller. C'est aussi ce que tu disais, la confiance en soi, ça vient avec l'action, ça vient avec le fait d'oser des nouvelles expériences. Comme disait Nelson Mandela, dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'adore cette phrase. Bah, évidemment, c'est tellement ça. Le chemin est aussi important. Il faut la noter, hein, cette phrase. Dans la vie, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Alors, Caroline Kipper, vous avez une question pour Virginie. Oui, donc j'ai une dernière question. Avez-vous déjà ressenti le besoin de prouver davantage vos compétences par rapport à vos collègues masculins dans votre métier? Alors, je mentirais si je disais que ça m'était jamais arrivé. Donc, de façon ponctuelle, ça m'est arrivé, mais j'ai aussi remarqué que de façon ponctuelle, j'ai des collègues, des camarades masculins qui, de temps à autre, avaient des problèmes avec tel ou tel instructeur parce qu'il y avait un conflit d'état d'esprit. Et donc, ils avaient des différences qui étaient peut-être moins visibles que moi, le genre, mais qui aussi avaient plus de problèmes que moi à ce moment-là. Donc, moi, je pars du principe que le genre, c'est une différence comme une autre, évidemment. Et finalement, j'ai rencontré des comportements inappropriés, mais très ponctuels. Et en fait, ce qui m'a aidé à m'intégrer dans ce milieu, finalement, et de m'épanouir vraiment dans ce milieu, c'est que je suis arrivée dans un escadron de chasse sur Mirage F1 où les gens qui étaient dans cet escadron étaient très ouverts d'esprit et ils m'ont considéré immédiatement comme un pilote comme les autres. Alors, j'avais mon lot de blagues parce que c'est un milieu qui est très taquin, donc tout le monde en avait évidemment par rapport à sa personnalité, ses différences, etc. Mais pour autant, dans le boulot, c'était vraiment des gens qui étaient très professionnels. Et clairement, en tout cas, mon parcours me fait dire que dans l'armée de l'air et de l'espace, on est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est des compétences avant tout, mais pas que. Il y a aussi le savoir-être qui est hyper important. Donc c'est deux choses qui sont essentielles. Et donc moi, je suis partie du principe que je voulais montrer qu'être une femme et pilote de chasse, c'était possible, qu'on n'était pas meilleur, mais qu'on n'était pas moins forte non plus, et qu'on avait toute notre place. Et je l'ai fait sans jamais faire référence à ma qualité de femme. Il y avait suffisamment de personnes pour me le rappeler. Et donc, j'ai essayé de me sentir comme un pilote avant tout, d'adopter les codes de ce milieu-là. Par contre, j'ai jamais essayé de me comporter comme un homme. C'est tout à fait différent. Et me sentir pilote, décider comme un pilote, analyser comme un pilote. Finalement, alors dans l'armée, on dit la fonction prime sur le grade souvent, mais là, c'est la fonction qui prime sur le genre. Voilà. Et à partir du moment où on se considère comme un pilote et qu'on nous considère comme un pilote, on a un boulevard devant nous. Et à chaque fois que j'ai eu affaire à des comportements un peu plus, on disait inappropriés, c'est comme ça qu'on dit maintenant, mais de gens un peu obtus, un peu fermés d'esprit, c'est des gens qui me ramenaient sans arrêt à ma différence. Et voilà, c'est là où est le problème. Formidable. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours assez exceptionnel de Virginie Gvillot? Alicia Rose. Quelque part, ça nous redonne confiance en nous, parce qu'on peut se dire que finalement, elle a réussi dans un métier traditionnellement masculin, donc on pourrait le faire aussi. Au final, on n'est pas
on n'en est pas là à s'arrêter à n'importe quel stéréotype. Alors, je crois que tu as une idée de ce que tu aimerais faire plus tard, parce que j'aimerais bien vous poser la question aussi, quel rôle vous aimeriez jouer dans la société, si vous avez une idée précise, Alicia. Alors, moi, j'aimerais rentrer dans une école de médecine militaire. Et donc, voilà. C'est un métier qui me passionne, qui vient de mes parents, parce que ma mère est dans la médecine et mon père est dans l'armée. Donc, j'ai voulu rassembler les deux corps de métier et pour en faire un seul. Pas mal, hein? Clara? Moi, j'ai pas forcément trop d'idées. C'est justement très, très vague. J'ai plein d'idées à la fois, justement. Et du coup, je sais pas forcément choisir entre tout. Donc, je regarde les expériences et tout. Et j'aimerais bien surtout tout ce qui est sur la défense, mais numérique. Les cyberattaques, le cyberespace, cybersécurité, voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, du coup, j'ai aussi d'autres idées, par exemple, comme contrôleur aérien. Après, je ne sais pas forcément dans le civil ou dans le militaire, côté militaire. Et après, plein d'autres choses. En fait, je ne suis vraiment pas sûre, quoi. Donc, tu as encore plein d'idées. Ouais. C'est pas mal. Le champ des possibles est ouvert. Voilà. Caroline, toi, tu es déjà un petit peu engagée là maintenant, hein? Oui, c'est sûr. Moi, je suis déjà un peu lancée. Donc, moi, j'aimerais finir mes études et devenir responsable QHSE dans une entreprise, de préférence une bonne et grosse entreprise qui me permettrait d'évoluer. Et après, nous, donc, tu as envie d'être ambitieuse, hein? Voilà, c'est ça. Yes. Après, nous, on peut exercer dans plein de domaines. C'est vrai que le domaine de l'aéro m'intéresse plus, mais voilà. Très bien. Alors, Virginie Guyot, depuis une quinzaine d'années, vous êtes consultante et conférencière. Vous dites vous sentir investie d'un devoir de transmission. Alors, quel est le message qui vous semble le plus urgent et le plus précieux à faire passer, notamment à la destination de la jeunesse et des jeunes filles en particulier ? Alors, déjà, je voulais féliciter nos 3 jeunes filles parce qu'elles ont beaucoup d'audace. Ouais. Je ne sais pas si à leur âge, j'aurais osé faire pareil. Donc, moi, je vous félicite. Et donc, moi, vraiment, le message j'ai plein de messages à passer, mais je vais me concentrer sur un seul message, c'est que finalement, en tout cas pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, parce que ceux qui ont confiance en eux ou en elles, c'est parfait. Mais quand on n'a pas confiance en soi, qu'on a 14, 15 ans, même plus, j'ai envie de dire juste, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Simplement, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas essayer. Voilà, ça c'est important pour moi de passer ce message, parce que sinon on se met des barrières, donc ne pas se mettre de barrières, il faut tenter des choses. Si on travaille, si on se donne les moyens, on arrivera forcément à quelque chose. Super, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais, pas de regrets, on n'a pas le temps. Myrna Véchalani, un message. En tout cas, moi je complète, oui. Il faut... Alors, plus près. Oui, pardon. Ouais. Donc il faut vraiment croire en vous et dans votre potentiel illimité, et il faut oser à explorer, à oser. Yes, et, oser. Voilà, et surtout c'est un domaine passionnant, il ne faut pas hésiter à l'explorer. Extra. Mylène Gentil. Déjà, bravo à vous, comme a dit Virginie, bravo à vous pour vos ambitions. Parce que moi, à votre âge, même si je voulais être veto, j'avais pas une ambition aussi forte. Mais oui, croyez en vous. C'est valable pour tout le monde. Croyez en vous. Si vous tombez, vous vous relèverez. Il y a ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Surtout, n'ayez pas peur de vous tromper de voie. On peut toujours se rattraper. J'ai un collègue chez nous à Air France qui était boulanger. Et alors, je ne sais pas exactement quel âge métier, par ailleurs. Ouais. Je ne sais pas quel âge il a, mais il a plus de la trentaine. Et aujourd'hui, il est mécano-avion. Et il a fait une reconversion phénoménale, parce que passer de boulanger à mécano, c'est diamétralement opposé. Et donc, il ne faut pas avoir peur de tomber, il faut y aller. Faut foncer. Il faisait lever la patte et maintenant, il laisse s'envoler les avions. C'est pas mal. Je pense qu'on peut applaudir nos 6 intervenantes qui ont été formidables pour cette table ronde. Vraiment, merci à vous. Et je vous laisse regagner votre place. Remercions ensemble les équipes qui ont participé à l'organisation de ce bel événement, à commencer par les équipes de l'association Aérométiers et celles de l'Armée de l'air et de l'espace.
Un grand merci aux professionnels qui se sont mobilisés sur le Forum des métiers. Merci aux intervenants et aux intervenantes qui se sont succédés sur scène ce matin et cet après-midi. Merci également à l'ensemble des signataires de la charte Féminisons. Très belle fin de journée à toutes et à tous.